Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce live en coulisses pour découvrir les métiers de directrice RSE. Bonjour Noëlla. Bonjour Marine. On va aussi avoir Cornelia qui va nous retrouver. On a eu un petit problème technique, On mais espère. alors attends, je lui demande. Elle devrait pouvoir nous rejoindre tout de suite. Bonjour Anna. Je vois qu'on a déjà des gens qui sont arrivés. N'hésitez pas en attendant de nous dire d'où vous nous écoutez. C'est toujours sympa de voir où est-ce que vous êtes en France ou même à l'étranger, parce que je sais que les gens suivent des lives de partout. Alors voilà, il y a plein de gens. On a Paris, Nantes, Pas beaucoup de mal pour les Paris. Parisiens. Ah, On a un peu 78. 78. Alors j'écris à Cornelia. Est-ce que Cornelia est dans le chat? Je ne la vois pas. Je ne sais même pas si elle a pu en fait se... Alors, on arrive, on essaye juste d'avoir l'autre participante. Ah, ça y est. Elle est Cornelia là? a écrit, je ne sais pas si tu vois, ouais. Alors, oui, Cornelia est en train de taper. Alors, Elle dit je suis en train de vous écrire directement, tu le vois pas? ok, super. Si, Cornelia. Alors, attends, ne bouge pas, je t'invite sur scène. On devrait y arriver. On t'envoie une invitation, Cornelia, donc peut-être que ça va te permettre de monter sur scène maintenant. Je t'ai envoyé une invitation. Hello. Ah, génial. Ah ouais. Coucou Cornelia. Coucou. Et désolée pour le problème technique, mais c'est super. On est tous arrivés. Et donc, on était en train de demander aux gens d'où ils nous écoutaient. Nous avons principalement des Parisiens, mais il y a aussi des gens de Munich, Faustine. On a Guillaume qui est à Grenoble. Ah, on a des Londoniens qui commencent à arriver aussi. Ouais, ça y est, Ariane de Londres, Axel d'Alsace. Trop chouette. Donc, merci à toutes et à tous pour ce live, d'être présents. La réunion, on a aussi. L'idée, c'est qu'ils soient interactifs, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat pour Noëlla et Cornelia et on les posera au fur et à mesure. Donc, l'idée de ces lives, c'est que Noëlla et Cornelia ont accepté gentiment de donner de leur temps pour aider celles et ceux qui se posent des questions ou qui veulent découvrir de nouveaux métiers. Donc, elles vont nous présenter leur métier. Et pour commencer, peut-être on peut commencer par une petite présentation de chacune d'entre vous et votre parcours dans les grandes lignes qui a fait que vous êtes arrivé là où vous êtes aujourd'hui, à ce métier-là. Qui veut commencer? Je te laisse commencer, Noëlla. J'étais sûre. Alors, du coup, je m'appelle Noëlla. Je suis aujourd'hui directrice RSE dans un fonds d'investissement qui s'appelle Andera Partners. Ça va faire à peu près 3 ans que j'y suis. Et en gros, ça fait une quinzaine d'années que je travaille sur les sujets de sustainability, transformation RSE des entreprises. On y reviendra peut-être un peu sur le parcours, notamment scolaire ou autre, mais j'ai fait une école d'ingénieur en environnement qui s'appelle l'Institut supérieur de l'environnement, une école post-bac en 5 ans. On y reviendra peut-être, mais à l'époque, il n'y avait pas grand-chose pour se former sur ces sujets. Donc j'étais heureuse d'avoir pu trouver cette école. Et puis après, j'ai travaillé pendant 5 ans dans le monde corporate chez Accor, dans l'hôtellerie. Et ensuite, j'ai basculé dans le beau monde de la finance. Et donc, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Super, merci. Et toi, Cornelia? Alors moi, un parcours légèrement différent, mais à un moment, on s'est retrouvés sur des chemins parallèles avec Noëlla. Donc moi, j'ai fait une école, j'ai grandi, je viens de Paris, j'ai fait une école de prépa et ensuite une école de commerce, donc l'ESCP. C'était l'ESCP à l'époque, ou encore de l'EAP, où on partait faire trois années dans 3 pays, donc Londres, Madrid, Paris. Et je confirme que j'avais fait une mineure en psycho et je faisais une majeure en conseil stratégique, vraiment passionnant. Il n'y avait absolument rien, en tout cas au moment où j'ai diplômé, donc en 2010, il y avait l'ébauche d'un programme à HEC. Ouais. Et vraiment, je crois que j'ai une amie qui venait de l'ESCP qui est partie dans ce programme à HEC, donc c'était l'année suivante, quoi. Donc je pense qu'on était au final sur toute une promo en 2010, on était je crois 3 à partir dans la RSE.
ou sur les sujets donc, voilà, de responsabilité sociale, sociétale, environnementale. C'est déjà pas si mal pour l'époque 3. Hein. C'était sur plusieurs milliers d'élèves, ouais, ça va. Ah, c'est sur plusieurs milliers. Ah oui, non, d'accord. Non, mais maintenant, tout le monde fait des startups. Donc, on a eu une petite augmentation. Non, après le SCP, moi, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai trouvé un peu le job de... J'avais du mal à formuler ce que je voulais faire. À cette époque-là, j'ai postulé à la Croix-Rouge, j'ai fait plein de stages qui ne me plaisaient pas. Et en fait, j'ai vraiment un coup de chance, pas possible. Vraiment le premier gros carrefour de carrière professionnelle. Première belle rencontre, en gros, on en reparlera plus tard, mais j'ai fait un VIE. Donc j'ai décroché un VIE pour le groupe Casino, dans l'équipe RSE qui était vraiment naissante et en tant que responsable social compliance, donc ça veut dire de tous les sujets éthiques et sociaux dans les chaînes d'approvisionnement. Donc on m'a envoyé en Asie où j'ai passé près de 4 ans et demi, 5 ans. Et ça, voilà, j'ai mis le pied dans la RSE, une époque où il n'y avait pas beaucoup de métiers pour faire ça. Et donc le corporate en gros, et ensuite à un moment après un petit changement, une petite sortie de route intéressante, j'ai trouvé le chemin de la finance et du private equity à peu près au même moment je crois que Noëlla, et je suis devenue voilà, responsable ESG. Donc, les termes ont changé mais c'est différents contextes, même contenu, donc environnement, social, gouvernance pour un fonds d'investissement qui s'appelle PAI Partner et que j'ai quitté il y a plus d'un an et demi. Je suis maintenant à Londres et c'est le même métier encore, mais encore un autre contexte parce que je suis Global Head of ESG. Ça claque pour un fonds américain. Donc, un fonds américain qui fait plutôt du growth equity qui s'appelle General Atlantic. Voilà. Ok, génial. Et effectivement, dans ce que vous racontez, et c'est très vrai, c'est que tous ces métiers-là sont encore récents et qu'à l'époque, il n'y avait pas de formation. Et même encore maintenant, hein, ils rattrapent le retard, mais c'est des métiers qui sont en train de s'inventer, de se réinventer. Est-ce que vous pouvez, pour que ce soit concret pour celles et ceux qui nous écoutent, nous raconter un peu concrètement c'est quoi votre métier, vos missions, ce que vous devez faire dans l'entreprise pour qu'on puisse voir à quoi ressemble un quotidien dans vos métiers? Je démarre aussi quand on est là. On peut se poser des questions si tu veux. Oui, non, mais je pense que ce qui est assez intéressant, c'est que je ne vais pas parler à ta place, Cornélia, mais je pense que toutes les deux venant du monde corporate, quand on arrivait dans le monde de la finance, il y avait forcément cette crainte de se dire on allait perdre le côté concret, opérationnel et terrain, alors que je pense que c'est des choses qui nous tiennent à cœur et qui tiennent, je pense, à cœur toutes les personnes qui veulent travailler sur ces sujets de sustainability. Et en fait, je pense qu'on a eu la chance d'arriver dans le monde du non-coté, donc dans le capital investissement, private equity, où en fait, la logique, c'est d'investir dans des startups, PME, ETI, dans le monde du non-coté pour une durée de 5 à 7 ans. Donc, on est sur un temps assez long pour les transformer d'un point de vue économique. Ça, c'est on va dire le métier du fonds. Et nous, en charge de l'ESG, de la sustainability, de les accompagner sur leur transformation RSE. Donc, on a, et ça, je pense que c'est important de le dire parce qu'on peut ne pas l'imaginer, et je pense qu'on a un métier qui est encore trop méconnu, on a la possibilité d'avoir une action très concrète, très opérationnelle. Et elle se passe à plusieurs niveaux. Quand les équipes d'investissement regardent des potentielles acquisitions, on va les éclairer sur les risques en lien avec l'ESG. Ça, on pourrait y revenir, hein, mais aujourd'hui, investir dans une boîte sans se poser la question de est-ce qu'un risque environnemental, un risque social ou un risque sociétal pourrait venir perturber le business, ça serait une erreur économique en tout cas. Et ensuite, et ça c'est une partie aussi, Cornélia, je te laisserai l'expliquer, hein, la partie après, quand on investit dans la société, qu'elle fait partie du portefeuille du fonds d'investissement, on a un rôle qui peut se rapprocher à du conseil, mais à du conseil un peu différent dans le sens où c'est une filiale finalement du fonds. Et donc du coup, on va avoir un rôle très concret, très opérationnel auprès de ces sociétés, auprès des managers de ces sociétés, pour les accompagner dans leur transformation RSE. Je te laisse compléter, peut-être Cornélia. Je pense que ce que je rajouterais, parce que j'adore laisser Noëlla expliquer, parce que ce que Noëlla ne dit pas, c'est qu'elle est aussi présidente de la commission ESG de France Invest, qui est l'équivalent du MEDEF de l'investissement en France. Donc c'est juste... Elle fait des télés, elle fait les plateaux télé souvent, donc elle fait beaucoup mieux que moi. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai laissé se lancer. Moi, je rajouterais une chose, prenant un pas de côté sur ce job.
pendant longtemps, et j'espère que les professionnels de la RSE qui écoutent peut-être ne m'en voudront pas dire ça, mais pendant longtemps, si on doit définir ce poste au sein d'une entreprise, c'était plus une fonction support qu'une fonction opérationnelle. Il faut quand même le dire. Ouais. Ça l'est encore, hein, ça se transforme, mais voilà. sur beaucoup de fonds, ça l'est encore. Ouais. Exactement, ça l'est encore, et en fait, je crois que d'ailleurs, à tous ceux qui se posent la question, parce qu'on en rencontre beaucoup avec Noëlla, des gens qui, dans leur métier, se disent, mais je veux donner du sens, je veux bouger dans un métier RSE. Moi, souvent, ce que je dis, c'est, attendez, restez dans vos métiers opérationnels et faites de la RSE dans vos métiers opérationnels, parce que ça, franchement, il n'y en a pas assez. Ce qu'on a vu beaucoup se passer, c'est qu'en effet, à une époque, c'était plutôt associé à la com, associé à la compliance, à tout ce qui est légal, parce qu'il y a beaucoup de réglementations, surtout en France. Et là, heureusement, et c'est très positif, on voit qu'en tout cas aussi dans nos métiers, on devient plutôt des fonctions opérationnelles. C'est-à-dire, on va conseiller le comité d'investissement, on va travailler avec les équipes qui réfléchissent à la performance des investissements, on va travailler main dans la main avec l'équipe d'investissement. Je pense qu'une autre façon aussi, une raison en tout cas pour laquelle moi j'aime beaucoup ce travail, c'est que quand on doit se représenter dans l'organisation, on est probablement l'équipe qui parle à toutes les équipes. Je dirais qu'avec les RH, peut-être, on est le cercle qui réunit tous les cercles. C'est-à-dire, on va travailler vraiment avec tout le monde. C'est-à-dire, même si on essaie de réfléchir à notre bilan carbone de notre entreprise, on va travailler avec les responsables des bureaux, l'IT, le RH, pour savoir le nombre d'employés, pour voir qui prend le train, qui prend la voiture. Et il va falloir travailler aussi avec ses propres investissements, avec les équipes d'investissement. Donc, on touche à tout. On parle à tout le monde et on essaye, et je pense que voilà, je vois qu'il y a une question sur une journée type. Ouais. Une question. Une journée type est longue dans ce métier. Elle est longue, on parle à beaucoup. En fait, je crois qu'il faut aimer passer d'un sujet à l'autre quand même, hein, parce que il faut aimer passer d'une thématique à l'autre. C'est-à-dire, je pense, Noëlla peut en parler, mais par exemple, moi, je vous donne un exemple. Une journée type pour moi, c'est je vais le matin réfléchir un petit peu à nous, le fond en tant qu'entreprise qu'on fait. Donc, on participe à un écosystème d'initiatives. Comment nous, en tant que fonds, on se positionne sur la diversité, le climat. Donc, je vais pousser le calcul de bilan carbone, par exemple. Ensuite, j'ai une équipe d'investissement qui me dit je dois passer en comité d'investissement dans 2 semaines, il faut que tu me dises, faut que tu me sortes un mémo sur l'ESG, donc quels sont les risques, quelles sont les opportunités. Donc là, on va se mettre en contact avec des consultants externes, on va se mettre en contact avec le management team de la société. Et puis l'après-midi, on a un gros portefeuille. Moi, actuellement, on a des façons d'investir assez différentes dans nos 2 fonds. Moi, j'ai actuellement 240 investissements, 240 sociétés dans lesquelles on investit. Donc, je ne peux pas évidemment parler à 240 entreprises. Donc, c'est avec mon équipe, on réfléchit à qui a le plus besoin de nous. Et donc, on va les voir, on organise des événements comme celui-là sur Bicorp, sur comment mesurer son bilan carbone, comment se préparer aux contraintes réglementaires. Je pense que Noëlla, tu passes plus de quality time, je crois, avec tes sociétés. Ouais, alors après, moi j'ai un portefeuille de 100 boîtes, donc ce qui est pas mal aussi, et ce qui parfois est un peu difficile pour arriver à prioriser. Après, je pense que c'est le cas aussi chez toi, Cornelia, les 100 ne sont pas nécessairement super impactantes et super prioritaires sur ces sujets. Moi, si je regarde sur mon portefeuille de 100, il y en a peut-être au moins, on va dire 40-50 sur lesquels il y a vraiment une action importante à mettre en place. Et c'est vrai que moi, je fais en sorte que ça représente 80% de mon temps. Mais voilà, ça peut pas être le cas tout le temps, parce qu'il y a aussi des contraintes réglementaires de reporting ou autres qui viennent un peu plomber tout ça. Mais globalement, moi, j'essaye de faire en sorte, en tout cas, que mes journées, ça soit des échanges avec les patrons de ces boîtes, avec les équipes opérationnelles aussi, d'aller les voir, de comprendre leurs besoins, comprendre les pressions qu'ils peuvent ressentir sur ces sujets-là. Parce que je remets en contexte, chez Cornelia, c'est plutôt des toutes petites structures, enfin des toutes petites. il y a quand même des grosses boîtes, mais c'est quand même plutôt des sociétés récentes et petites. Moi, de mon côté, on est sur des sociétés plus matures, mais plutôt des PME.
quelques ETI, mais plutôt des PME. Donc très franchement, il n'y a personne en charge du sujet. Elles se sentent complètement envahies par toutes ces pressions de clients, de salariés, de tout. Et donc du coup, l'idée, c'est d'essayer, on se pose ensemble, on réfléchit, on défraîchit, on regarde quels sont les gros sujets à adresser, parce qu'en fait, très rapidement, on va pas te parler de touillettes à café pendant 4 heures. En fait, on va essayer surtout de comprendre où sont les gros impacts et focaliser leurs efforts sur ces gros impacts-là. Après, nous, on n'a pas à faire pour la société. Hein. On est là, on incite, on impulse, on les accompagne, on les met en relation avec les bons experts, on leur donne cette dynamique et qui est hyper importante. Et après, je pense qu'il va falloir qu'on passe du temps à répondre aux 50 000 questions qu'on a reçues. Mais cette dynamique, elle est super importante parce que pour une entreprise, d'avoir une impulsion de son actionnaire, c'est hyper important. Parce que jusqu'à présent, l'actionnaire, il lui demandait à la fin de la journée, c'est quoi ton EBITDA, c'est quoi ton chiffre d'affaires, c'est quoi ta perf. Là, aujourd'hui, un actionnaire qui lui dit... elle a disparu, Marie. Et un actionnaire qui, aujourd'hui, lui dit... quel est ton impact environnemental, quel est ton impact social, je veux que tu mesures ton bilan carbone, je veux que tu aies une trajectoire conforme aux accords de Paris, et ben ça donne une impulsion qui, je pense, est indispensable. Absolument, je confirme. Et là, on est dans un contexte, on parle en français dans un contexte français, mais la bonne nouvelle, il faut quand même reconnaître que la France est un des pays les plus avancés sur le sujet. Donc, si vous pensez à... Là, je vois beaucoup de questions sur... les formations, la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a quand même pas mal en France. Mais ça commence aussi à percoler dans d'autres pays, dans d'autres géographies. Donc, par exemple, l'Angleterre. En fait, c'est une fonction aussi. C'est une fonction aussi de ce que nos propres investisseurs veulent. Nous, c'est pas réveillé un matin avec les fonds en poche qu'on utilise pour investir. Ces fonds, ils viennent de grands fonds de pension, de banques, de compagnies d'assurance comme AXA. En fait, c'est vos retraites, hein. C'est nos retraites. Ils viennent aussi de la BPI, par exemple. Donc, on a une obligation aussi vis-à-vis de ces investisseurs-là. Et la bonne nouvelle, c'est que ces investisseurs-là, ils poussent beaucoup. Donc, c'est un effet de cascade. Ce qu'on peut peut-être éventuellement... Une question intéressante, Cornélia. Du coup, on fait l'animation toute seule parce que je crois que notre animatrice a disparu. Mais sur la perception, je pense qu'elle est intéressante de ton côté et du mien parce que elles sont à la fois différentes et similaires sur certaines choses. Mais la perception de nos collègues qui sont de formation purement financière sur nous, notre métier et les sujets qu'on couvre, je pense que ça, c'est assez intéressant aussi de l'évoquer. Oui, je pense. Alors là, je pense qu'il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Hein. Je crois que ce que je vois, peut-être un premier élément de réponse à tout le monde, je vois beaucoup d'envie là, de reconversion, une question sur les formations RSE, etc. Peut-être pour Noëlla et moi, on ne s'est pas formés. Hein. Enfin, si, Noëlla, tu avais un élément un peu de formation. Non, mais d'accord, mais ce que j'ai appris il y a 15-20 ans, il n'y a plus rien qui existe aujourd'hui. On s'est formé sur le tas. En fait, c'est vraiment. Je crois que c'est très important de le dire. C'est pas pour diminuer nos accomplissements, mais c'est vraiment du bon sens quand même. Hein. C'est du bon sens et de la curiosité. C'est tous les jours s'informer sur les réglementations, rester connecté aux 4. On peut les citer vers la fin, hein, les médias, les newsletters qui sont extraordinairement riches en fait sur toutes les thématiques de biodiversité, climat, social, santé au travail. Et en fait, à chaque fois qu'il y a un événement, par exemple le Covid, ça génère des nouveaux questionnements et ça génère de nouvelles thématiques. Donc, par exemple, le Covid a vraiment remis à l'ordre du jour le sujet de la santé mentale au travail et le sujet de la flexibilité. Donc, en fait, il faut rester hyper flexible. Alors, on pourra pas... Je pense que par rapport à ça, est-ce que nos collègues se tiennent informés, sont à l'apex de cette sensibilité-là, hein, pour le climat, la planète? Pas tous, en fait. Je crois non, mais c'est notre rôle de leur... Notre rôle, c'est de leur... Après, en fait, je pense qu'on rigole un peu avec Noëlla parce que je pense que c'est très différent en fait. Moi, je vois maintenant la perspective. D'abord, les cultures d'entreprise sont différentes. Donc, je crois c'est bien de vous reformer, c'est bien de dire je travaille en RSE, mais vous serez malheureux comme les cailloux du chemin si vous atterrissez dans une culture négative, une culture de boîte négative où le CEO y croit pas, où il n'y a pas d'engagement, parce que vous allez créer dans le désert.
Donc, je pense que c'est la première chose, c'est est-ce que ça démarre par le haut? Est-ce qu'on y croit? Est-ce que quand vous posez des questions dans les entretiens, il y a une réaction? Ou est-ce qu'on vous regarde avec l'air d'une poule qui regarde un couteau, comme dirait Noëlla souvent? Je crois qu'il faut partir de là. Et ensuite, évidemment, vous pouvez les former. En fait, il faut qu'il y ait une volonté quand même d'être formé, d'apprendre. Et je suis sûre que Noëlla, tu as fait des tonnes de formations pour tes collègues. Les nouveaux arrivants, une fois par an, sur tous les sujets. C'est des choses à formaliser et je crois qu'il faut aussi être un peu politique dans ces métiers. Il faut réussir à rentrer dans les instances de gouvernance et s'assurer que le ESG soit à l'agenda du comité d'investissement, de la revue de portefeuille, de la revue annuelle, de l'assemblée générale pour les actionnaires. Donc on s'assure que ça fait partie de tous les grands moments de l'entreprise. Et en fait, petit à petit, les gens s'en saisissent. Enfin, je veux dire, une équipe d'investissement, quand on parle de sa boîte, à un moment, elle a envie d'en parler elle-même. Et donc, voilà. Moi, je dirais qu'il n'y a pas de fatalité dans le comportement des gens, mais c'est sûr qu'il faut s'attendre à des résistances de temps en temps. Oui, puis après, là, je pense que les résistances, il y en a quand même. Je vois, il y a une dizaine d'années, quand on est arrivé dans le monde de la finance, Cornelia, je pense qu'on était vraiment regardés comme voilà, elles vont s'occuper des vers de terre, des papillons, on va les laisser dans leur coin et voilà, c'est la caution verte, elles mettront un peu de peinture et puis ça ira. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une compréhension très claire que le lien business et RSE, il est très clair. Et donc, du coup, il y a quand même un peu moins besoin de leur expliquer pourquoi il faut le faire. Ce qu'il faut expliquer, c'est comme tu le dis, Cornelia, il y a des sujets nouveaux, techniques qui émergent en permanence, il faut qu'on arrive à être pertinent. Mais par contre, le pourquoi, il y a moins besoin de le faire. Après, je pense que ce qu'il faut accepter quand on choisit ce métier, de manière générale, pas forcément que dans le secteur financier, mais peut-être tout particulièrement dans ce secteur-là, c'est que tout le monde ne va pas le faire pour les mêmes raisons que vous. C'est-à-dire que je pense que ce qui est important, c'est qu'en tant que porteur du sujet, on est convaincu qu'il faut agir face à l'urgence climatique, face à la crise de la biodiversité, face au sujet de l'inclusion d'une société plus juste, etc. Je pense que ça, il faut être convaincu. Par contre, il ne faut pas chercher à convaincre les gens d'avoir cette même conviction. Je pense que ça, c'est peut-être peine perdue et que moi, ça m'est beaucoup de fois arrivé, mais que ce soit avec des gens dans mon entreprise ou même avec des gens, les patrons des boîtes, on me dit mais tu te rends compte, s'il y va juste pour le business? En fait, moi, ma réponse, c'est je m'en fiche. L'essentiel, c'est d'y aller. Et que l'essentiel, c'est qu'il y a un impact positif au bout de la journée et qu'il y aille. Il comprendra peut-être au final l'intérêt que ça a, autre que business. Mais s'il y va pour des raisons business, très bien, on y va. Donc, je pense que ça me paraît important aussi de ne pas chercher nécessairement à vouloir absolument convaincre des bonnes raisons d'agir sur ces sujets-là. Je pense qu'il faut juste convaincre d'y aller. Avoir cette énergie perpétuelle de convaincre d'y aller. Et comme le disait Cornelia, hyper important, je pense qu'une des qualités essentielles dans ce métier-là, c'est d'être hyper curieux, aimer être stimulé intellectuellement, parce que tu citais la biodiversité, il y a un an, on savait pas ce que c'était. On savait pas ce que c'était. En tout cas, on l'avait pas identifié comme étant un enjeu majeur autant que tel. Et comment est-ce qu'on allait l'inclure dans notre métier, etc. Et là, qu'est-ce qu'on fait avec Cornelia? On passe des heures à comprendre le sujet, à se former, à lire. Voilà. Donc, et ça, on a choisi un métier qui, je pense, dans 5 ans, on parlera de sujets qui seront peut-être encore complètement différents, qu'on n'aura jamais appris, mais on s'auto-forme tout le temps. Merci beaucoup à toutes les deux. Il y a une question qui est revenue plusieurs fois dans le chat et ça répond bien au travail selon chance. Et on va essayer de passer par ces fameux 4 piliers de chance. Donc, le premier, c'est le métier. Vous l'avez un peu expliqué, c'est vos tâches au quotidien, vos missions. Le deuxième pilier, c'est la finalité. C'est quel sens vous trouvez dans votre métier. Et il y a plusieurs questions qui sont venues sur vous, comment ça vous nourrit en termes de sens. Et j'ajoute une question. Quand on travaille sur des sujets RSE et qu'on travaille dans la finance, comment on arrive peut-être à réconcilier ces deux univers qui semblent peut-être a priori pas directement liés? Donc, on a parlé du métier et ensuite c'est Donc, le sens. Ouais. Tu veux que je démarre ou Vas-y. Non, je pense que ce qui est, en tout cas, le sens que j'y trouve,
d'abord, j'ai travaillé dans le monde corporate. J'avais vraiment cette sensation d'être sur du concret, d'agir au niveau d'une entreprise. Le sens que je trouve à travailler dans le monde financier, même si ça peut paraître sur le papier, on va dire, mais où est-ce qu'on peut trouver du sens dans le monde financier en faisant de la RSE? Et je peux comprendre qu'on se pose cette question. En fait, moi, je suis partie d'un constat très clair. C'est que si le monde financier se bouge pas sur ces sujets, on n'y arrivera pas. Donc, en fait, moi, j'ai toujours choisi de travailler dans des entreprises et dans des métiers où ça va pas, où il y a besoin de faire des choses. J'ai fait un stage chez Total. Enfin, je veux dire, je suis allée chercher les endroits où il faut faire bouger les choses. Et c'est ça qui m'anime au quotidien. Donc, le sens que je trouve dans mon travail, c'est d'aller là où il y a un boulot énorme pour faire bouger les choses et que la finance a des leviers qui sont absolument conséquents sur notre société pour pouvoir faire avancer les choses. Et que le sens que je trouve aussi, c'est de me dire aujourd'hui, Cornelia, elle accompagne 250 boîtes, j'en accompagne 100. En fait, il y a un effet démultiplicateur de l'impact et de nos actions qui est super satisfaisant. Évidemment qu'il n'est pas suffisant, hein. On voudrait faire beaucoup plus. Hein. On n'est pas en train de dire qu'on est en train de sauver le monde, évidemment. Mais par contre, on a, je pense, cette sensation d'avoir un impact important. Tout. J'adore. C'est pour ça qu'on est très, très amis avec Noëlla. On est complètement d'accord. Moi, je rajouterais que moi, personnellement, j'ai toujours été un peu animée par la colère, en fait. J'ai toujours été, un sens de la justice, en fait. Donc, je trouvais que tout ça était, et c'était compliqué pour moi. J'ai vraiment, je le dis assez, de façon assez personnelle, j'ai souffert assez longtemps de ne pas trouver ça sert à rien de s'énerver. Enfin, on peut être un activiste et je respecte les activistes. Je pense qu'on a besoin de tout. On a besoin des activistes, des gens qui font manifs, qui vont dans les manifs, des politiciens, des journalistes. Mais ça me convenait pas. En tout cas, c'était pas le bon exutoire à ma colère et à ma passion. Et c'est vrai que j'ai toujours trouvé que le business, la finance, la création de valeur, c'était un sujet, peut-être parce que pour des raisons familiales, mais c'est un sujet intéressant. Et c'est quand même assez unique de pouvoir parfois, c'est vrai qu'on a l'impression d'être dans le ventre du requin. C'est pas simple parce que c'est pas simple d'entendre toute la journée. C'est vrai, d'avoir des collègues qui partagent pas vos valeurs. En finance, on va pas se mentir, on est sur des niveaux de rémunération qui sont plus élevés que celles d'un médecin qui va vous sauver la vie. Et parfois, voilà, on garde quand même un peu une sensation on garde un peu d'absurdité. Mais comme dit Noëlla, il y a des gens qui moi j'aime l'idée de partir de très bas pour aller d'avoir un vrai levier d'impact. Voilà. Donc c'est vrai que ça peut être. Je me suis souvent demandé, tiens, qu'est-ce que ça ferait de travailler chez Patagonia, Unilever. Moi, ça m'ennuierait terriblement, je crois, d'être entourée toute la journée. Au fond, je dois aimer la bagarre parce que d'être entourée toute la journée de gens qui sont d'accord avec moi, ça m'ennuie. Donc je préfère aller au contact. Mais c'est une question de personnalité. Mais c'est génial vos réponses parce que je pense que vous l'avez souvent eu et votre réponse est hyper éclairante. Vous avez de l'impact parce que la puissance de frappe de ces boîtes est gigantesque. Je ne sais plus, je crois que c'est toi, Cornelia, qui avait évoqué 4 canaux principaux d'information de newsletter. Oui, alors je vais laisser. Alors Noëlla, je pense que tu connais mieux le parti en France parce que j'ai eu beaucoup de questions aussi sur des masters, des formations, etc. Alors, déjà au UK, parce que c'est vrai que j'ai passé un peu plus de temps là, et aux US, la bonne nouvelle, c'est que ça y est, les masters se développent. Donc, vous avez le CISL, le Cambridge International Sustainability Learning Center, donc CISL. Imperial a un master incroyable, parfait pour des gens qui veulent faire une sorte de deuxième formation, moyenne d'âge, 28 ans, 30 ans, qui s'appelle le Climate Finance MSc. Oxford, la Saïd Business School d'Oxford a lancé un programme. Vous pouvez avoir 40 ans, 50 ans. Ils ont un Executive Education maintenant sur la finance avec l'ESG. Honnêtement, c'est Wharton, Columbia, ça y est, quoi, tout le monde se lance. Alors, il y a des cours, il y a cette possibilité-là, donc qui est coûteuse, onéreuse, mais en même temps qui peut valoir le coup pour mettre un beau nom. Après, je trouve que moi, je vois souvent dans des MOOC, Coursera ou l'Université numérique de France, je vois souvent des MOOC intéressants sur des thématiques très précises, biodiversité, inventaire de son bilan carbone. Je pense que si vous voulez... ensuite, il y a plein de newsletters. Moi, c'est vrai que j'aime bien... Alors moi, je connais plutôt des anglaises, donc ESG Today,
Je sais qu'il y en a une très bien en France, la RSE, je crois que c'est la RSE. RSE Data News, non? RSE Data Ouais. News. Ouais, qui est t'as pas mal. Novetic aussi, qui est une bonne source de. Novetic, voilà. Ouais. Je pense qu'il y a des journaux qui ont juste pris le pli, quoi. Enfin, en fait, si vous êtes dans le monde des affaires, et franchement, les échos, il n'y a pas, je crois, une journée sans qu'il y ait 3 articles sur la RSE, le ESG dans les échos. Donc, je pense que c'est aussi une question de ce. Et après, petit à petit, quand vous mettez la main dedans, vous allez voir qu'il y a des initiatives qui publient des guides, etc. Je crois que, je reviens à ce que j'ai dit plus tôt, il y a un peu 2 possibilités. C'est que soit vous voulez être un professionnel de la RSE, donc dans ce cas-là, ça vaut peut-être le coup de se reformer, parce que c'est vrai qu'il y a des concepts théoriques, que l'analyse de matérialité, la réglementation, le climat, bon, ça vaut le coup. Soit vous voulez être la personne qui porte ce chapeau-là dans votre entreprise. Et ça, c'est très puissant aussi. Et moi, je le recommande, personnellement, je recommande souvent de se poser cette question-là. Est-ce que, si personne d'autre n'a levé la main, si vous n'avez pas une équipe RSE, pourquoi pas vous? Pourquoi, parce que j'ai rencontré des gens comme ça. Alors, comme disait Noëlla, moi je travaille plutôt avec des entreprises qui sont donc growth equity, donc entre le venture, entre la start-up et l'entreprise établie publique. Donc, c'est souvent des boîtes qui grossissent à toute allure, qui augmentent, qui doublent les effectifs chaque année. Et je vous garantis que le CEO, il n'a pas eu le temps de penser à monter son équipe RSE. Donc, la première personne qui lève la main, eh ben, probablement, dira probablement oui, en fait. Et là, vous verrez qu'il n'est pas improbable, en fonction de votre actionnariat, mais il n'est pas improbable que votre entreprise reçoive des questionnaires. En fait, quand on creuse, on se rend compte que l'entreprise est probablement sollicitée par ses consommateurs, par des employés, par ses investisseurs. Donc, je pense que voilà, c'est une option aussi. Et il y a un truc aussi, Cornelia, je ne sais pas si tu le vois aussi à Londres, mais moi j'ai l'impression aussi qu'il y a en termes de perspective professionnelle, il y a aussi de plus en plus de recherches de personnes avec des spécificités thématiques. C'est-à-dire que des gens comme nous, généralistes, parce qu'avec Cornelia, on est des généralistes, on n'est pas expert climat, on n'est pas expert biodive, on arrive à bien comprendre ces sujets, à se former et à manager des gens qui vont être techniques sur ces sujets. Mais de plus en plus, moi je vois beaucoup de Head of Climate, Head of Biodiversity, etc., qui sont recherchés par des fonds, par des entreprises. Et je trouve que ça aussi, ça peut être une bonne porte d'entrée. Pourquoi? Parce que si on prend les sujets... Alors, climat, c'est un peu plus ancien, mais il n'y a pas grand monde de vraiment très, très spécialisé là-dedans. Biodive, personne. Donc, je trouve que c'est aussi une bonne porte d'entrée parce que des gens généralistes du sujet qui ont fait, alors je caricature un peu, mais un Master 2 de 6 mois en politique RSE, il y en a à la pelletée aujourd'hui qui sortent. Je dis pas que ça n'a pas d'avenir, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais il y en a beaucoup. Donc le moyen de se différencier, je pense, c'est d'aller aussi vers des expertises et des thématiques spécifiques parce qu'on a besoin de plus en plus de rentrer dans ces sujets-là de manière précise. J'ajouterais, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, j'ajouterais jouer sur vos forces. C'est-à-dire, la petite perspective que je peux donner sur le growth equity, c'est que là, des thématiques qui émergent, dont moi, j'avais aucune idée il y a 2 ans, c'est par exemple je forme Jean-Claude Van Damme, Responsible AI, c'est voilà, l'intelligence artificielle responsable, l'éthique des données. Donc, si vous êtes dans le monde de la tech, ou vous êtes un codeur, ou que vous êtes un expert vous êtes un data scientist, par exemple. Je comprends que ça passe marrant tous les jours de faire des dashboards, mais il y a plein de startups qui émergent, qui cherchent des data scientists pour mesurer des bilans carbone, mesurer l'impact sur la biodiversité, mesurer, calculer la qualité de la culture d'une entreprise. Donc, déjà, il y a plein d'entreprises qui font ça. Donc, vous pourriez rejoindre ces startups ou ces sociétés, ces entreprises qui commencent à se consolider. Ou vous pouvez dire, tiens, moi, je vais me poser ces questions-là. Je suis en train, pour ma startup, de monter un language model, enfin, LLM, et je veux m'assurer que c'est pas un modèle raciste, par exemple, ou qui comporte des biais. Donc, vous pouvez, donc il y a, alors c'est marrant, les codes sont en train d'être écrits sur ce sujet-là, mais vous pouvez, j'imagine que si vous êtes à ce niveau-là, d'être capable de coder et de générer des modèles AI, vous savez où aller retrouver votre communauté. Et il y a de plus en plus de groupes qui sont en train de réfléchir à comment je monte des modèles responsables. En fait, je prends cet exemple-là, mais on pourrait prendre le même exemple pour si vous êtes dans une maison de luxe et que vous aimeriez bien qu'on vous posiez des questions sur le cuir responsable ou le cuir végétal. Enfin, en fait, la RSE, c'est tout, hein.
c'est absolument tout au quotidien. Ouais, c'est un super bon conseil. Et en plus, pour les gens qui nous écoutent et qui sont dans une potentielle réorientation, le fait de pouvoir commencer à apprendre le métier dans son entreprise actuelle, je pense, aide beaucoup après pour pouvoir postuler, d'avoir déjà une légitimité, d'avoir été cette casquette RSE pour sa propre boîte. Parce qu'il y en a encore beaucoup où c'est proche du niveau zéro, si on est honnête. Ouais, c'est sûr. C'est vrai. Génial. Merci beaucoup à toutes les deux. C'était passionnant de vous écouter et plein de conseils. Aussi, ce que vous disiez sur les masters RSE, il y en a à l'appel sur le marché qui arrive et qu'il peut y avoir d'autres manières de se différencier en étant… peut-être qu'au prochain live métier, j'aurais réussi à trouver un Head of Diversity ou un Head of Climate pour voir justement c'est quoi quand on est expert, parce que c'est passionnant aussi. Il y en a de plus en plus et il y a de la place en tout cas pour ceux qui veulent. Ouais, donc super conseil. Si en plus vous avez un sujet de cœur qui vous attire particulièrement, super conseil d'aller creuser ça. Encore un immense merci à vous deux, parce que je le rappelle, c'est live en coulisses, c'est de l'entraide. C'est Cornelia et Noéla dans leur agenda que vous imaginez très chargé, qui ont accepté de donner 30 minutes pour vous parler et vous présenter leur métier. Donc, merci beaucoup à toutes les deux. Je vous ai remis aussi le lien d'entraide de chance dans le chat. Parce que l'idée de chance, c'est aider et être aidé. Donc, si vous aussi qui nous écoutez, vous voulez témoigner sur votre métier pour aider d'autres personnes, n'hésitez pas à vous inscrire sur la page d'entraide. Et je vois que vous avez plein de merci dans le chat. Ouais, ça fait plaisir, merci. C'est une façon sympathique de commencer la semaine. C'est clair. Donc, un grand merci pour toutes les deux et je suis sûre que vous avez créé plein de déclics chez plein de monde, donc c'est super. Bon, bah tant mieux. Merci. Merci beaucoup. Merci pour vos questions. Merci, au revoir. Bonne journée.